Salut Clément, trop contente de te recevoir sur ce podcast. Merci pour l'invitation. Ouais, ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était déjà pas vu. En effet. Donc je suis très contente. Et en plus de faire cette petite interview, je trouve ça trop chouette. On peut commencer si ça te va. Est-ce que déjà tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours sans trop en dire, comme ça on va pouvoir un petit peu développer les questions au fur et à mesure, mais déjà te présenter rapidement. Clément Dailly, product owner chez Suez depuis maintenant 3 ans et invité pour parler de mon métier. Voilà. Très bien. Déjà, première question, donc tu disais que tu étais chez Suez. Comment t'en es arrivé chez Suez ? Comment t'as atterri chez Suez ? Avant ça, c'était donc... j'ai fait une école d'ingénieur à l'EPITA, pendant lequel ça a duré donc, une période de 5 ans. Et c'est lors de la dernière année où je me suis spécialisé. Et j'avais un professeur qui était notre professeur d'architecture, d'infrastructure. Et c'est lui qui m'a recruté en tant que stagiaire chez Suez, d'abord, pour aborder le sujet du cloud souverain. Et c'est comme ça que j'ai pu mettre donc, un premier pied dans le monde actif suite à ce recrutement. Trop bien. Ouais. Et donc, tu es resté ensuite chez Suez ? Je suis resté chez Suez parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre chez le client final, en étant chez un client final. Et puis Suez, une grosse multinationale française, plus de 40 000 employés, donc il y a beaucoup de cas d'usage à voir, surtout dans l'informatique, qui supportent finalement les applications business de l'entreprise. Ok. Et avant de développer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire Product Owner, du coup ? Product Owner, donc PO, c'est, comme la traduction l'indique, le responsable d'un produit. Et un produit, ça peut être soit une application, soit en fait un service qu'on souhaite mettre à disposition de nos utilisateurs pour répondre à un besoin. Ok. Et du coup, selon toi, c'est quoi les compétences qu'il faut ? Quelles sont un peu les qualités que tu dois avoir ? Il y a plusieurs qualités. En fait, le product owner, c'est un peu la tête de proue du produit. Il y a lui qui fait face en fait au client et il doit également avoir le discours technique pour s'adresser à ses équipes. Donc finalement, les compétences sont aussi bien techniques dans le sens où comprendre les technos, savoir ce qu'elles font et qu'est-ce qu'elles permettent de faire, mais également avoir un discours fonctionnel pour pouvoir parler à ses clients et donc pouvoir parler des fonctionnalités mises en place pour répondre à leurs besoins ou à leurs pain points. Ok, donc en gros, toi, tu es un peu l'intermédiaire entre les personnes qui vont mettre en œuvre cette application ou ce service, ce produit en tout cas, et les personnes qui ont besoin de ce service-là. Ouais, tout à fait. En fait, le PO, donc le Product Owner, participe à la conception d'un produit. Et en effet, dans cette équipe-là, tu as le PO et les développeurs, DevOps, en fonction de si c'est un produit applicatif ou plutôt infrastructure. On va parler plutôt d'une équipe de développeurs ou une équipe de DevOps, donc tout ce qui permet l'automatisation finalement de pas mal de tâches. Et puis, en effet, on doit faire cette transition-là et moduler notre vocabulaire en fonction du public auquel on doit s'adresser. Et quels sont là les projets, en tout cas, sur lesquels tu as pu être, et est-ce qu'il y en a d'autres est-ce qu'il y a des différents projets sur lesquels tu es actuellement ? Il y a des projets qui ont pris fin et tu as des nouveaux projets qui sont en cours là ? Alors, je me permets de faire la correction faire la distinction en tout cas entre la partie produit et la partie projet. C'est deux choses complètement différentes. À l'instar donc d'un projet, un produit n'a pas de fin. Un projet a un début, a une fin. En général, il a une équipe dédiée sur le projet avec un budget défini et une timeline également à tenir. Un produit évolue dans le temps en fonction du besoin client et donc est développé au fur et à mesure. Il n'a pas de fin. Donc finalement, si je dois faire cette distinction-là, en effet, j'ai pu évoluer sur plusieurs produits. Donc j'ai été product owner d'un produit de stockage. Derrière, l'implication, c'était 14 000 utilisateurs qui utilisaient ce produit-là pour stocker leurs fichiers du quotidien. Word, Excel, tout ce qui est pack office, mais également la conception de leur plan 3D pour les usines en fait. Avant de traiter l'eau et de revaloriser les déchets, finalement, Suez conçoit également des plans d'usines qu'ils vendent après à différents pays ou collectivités en France.
Et donc, ces fichiers-là sont très volumineux. Il est nécessaire de les stocker à un endroit accessible et très haute performance pour qu'ils évitent justement d'avoir des latences. Donc, j'ai débuté en fait ma vie active chez Suez en étant product owner de ce produit-là. Et après, j'ai évolué en effet sur des produits de stockage, donc d'archivage et de sauvegarde. Et pour terminer, la partie IT Asset Management. Et IT Asset Management, c'est répertorier l'ensemble des assets de chez Suez. Et après, donc, si je dois parler de projets, les projets, c'est par exemple une migration de données d'un point A à un point B. Avant de voir émerger justement le produit de stockage, on est passé par un projet qui était donc de déplacer des fichiers d'un data center vers un autre et de ce même data center-là vers le cloud. Donc je faisais partie d'un stream, d'un projet interne à un move to cloud. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est donc le projet sur lequel on a un petit peu collaboré, le move to cloud. Et ce projet-là a donc terminé. Oui, complètement. Donc c'était au sein d'un programme. En général, les grosses entreprises ont entamé cette transformation-là il y a déjà maintenant 2-3 ans. Ça dépend de la maturité de chacune des entreprises, bien sûr, mais Suez, c'était en tout cas dans cette période-là. Et donc l'objectif, c'était justement de passer à des data centers on-premise à du cloud. En l'occurrence, pour chez Suez, c'est du cloud Azure, donc Microsoft. Et en effet, ça a été terminé au courant d'année dernière. Là, on a justement collaboré ensemble. Et puis moi, ma partie, en fait, s'est terminée fin de l'année dernière. Quand tu dis ta partie, c'est parce qu'il y a d'autres parties qui ont c'est ce que perduré je disais un peu tout à l'heure. plus. En fait, moi, j'ai un stream. Et un stream, c'est une partie, vraiment. Mais en fait, il y avait plein d'applications également qui devaient migrer d'un point A à un point B. Et moi, je m'occupais que de la partie vraiment stockage des fichiers qui étaient utilisés par ce 14 000 utilisateurs. Ok, et là tu disais que ce projet-là, j'ai peur de me tromper, tout à fait. A commencé justement il y a 2-3 ans. Est-ce que ça a un rapport avec le Covid ou pas du tout ? Pas du tout. Ok. Pas du tout, c'est plutôt une volonté de faire des économies du côté informatique. Donc souvent on dit que l'IT c'est une source de coûts. Et donc, l'une des raisons et l'un des aspects qui a été mis en avant par les GAFAM de manière générale, donc Google, Amazon ou bien Microsoft, c'était justement de proposer des services et donc d'héberger ces services chez eux. Et nous, on n'aurait plus qu'à superviser, on va dire, nos données. Et donc, pour faire des économies, justement, pour éviter par exemple d'avoir trop de personnel ou alors de mutualiser certaines ressources qu'on aurait démultipliées au fur et à mesure avec le temps. Ok, et suite à ça, vu que le projet s'est terminé là il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce que toi, ta connaissance, il y a eu vraiment des améliorations de manière, déjà dans un premier temps par rapport financièrement parlant, et même au niveau de votre organisation en interne, il y a eu des modifications ? Oui, alors d'énormes modifications, parce qu'en fait, quand on parle d'un move to cloud, ça change aussi complètement les technologies qui sont associées. Donc forcément, quand on parle de technologie, on parle aussi de personnes qui manipulent ces technologies-là. Donc forcément, les profils diffèrent également. Après, j'ai pas tous les tenants et aboutissants concernant les économies qui ont été faites, etc. Je t'encourage à parler à Yannick Neff qui aura toutes les informations si besoin. Mais il me semble qu'on a fait un peu moins de 10 millions d'économies en faisant ce move to cloud, justement. Ok. Et justement par rapport à tous ces produits, ces projets, etc., est-ce qu'il y en a un qui t'a un peu marqué ou que t'as plutôt assimilé comme un défi, comme un vrai challenge, mais sans parler de négatif, mais tu vois, un truc qui t'a challengé toi dans ton expérience un peu professionnelle? Et au contraire, est-ce qu'il y en a un où t'as une petite fierté et tu te dis en vrai c'est trop chouette et je sais que c'est moi qui l'ai mis en œuvre un projet qui a été très challengeant, c'était celui dont je parlais, là, de stockage avec 14 000 utilisateurs derrière. En fait, le résultat, c'est qu'il y a eu 0 incident à la suite de cette transformation. 0 incident, alors qu'il y a 14 000 utilisateurs qui étaient connectés. Quand tu parles d'incident, tu veux dire quoi ? Un incident, un problème. Ok. Un arrêt de service. Okay. Plus personne pouvait utiliser leur outil. Et en fait,
il n'y a eu aucun problème. Okay. Donc, toute cette transformation-là et cette migration-là s'est passée sans encombre, du point de vue, en tout cas, utilisateur. Et donc, ça, c'est une grande fierté parce que finalement, quand on est capable de faire une grosse transformation comme ça, à la clé, il y avait 300 000 euros d'économie aussi qu'on a pu atteindre. Donc, on a fait 300 000 euros d'économie pour Suez. On n'a eu aucun impact sur les 14 000 utilisateurs. Donc, c'est plutôt valorisant pour nous, quoi. Et puis pour moi personnellement, comme j'étais chef de projet sur cette partie-là, je devais en parallèle manager les équipes d'intégration en interne chez Suez aussi, gérer la communication, donc finalement ça touchait à tout, je touchais à tout, et puis ça presque en sortant d'école, quoi. Donc très valorisant. Okay. Et puis donc ça c'était un projet, et puis si on doit parler de produit peut-être, c'était sur la mise en place d'un produit alors, toujours dans le stockage, mais là c'était de fichiers critiques. Donc c'était en cas de coupure, par exemple d'Azure, de Microsoft, parce qu'on ne paye pas nos factures, parce que pour des raisons étatiques, ils arrêtent de fournir des services au reste du monde, et ben il faut quand même faire tourner la boîte malgré tout. Et donc en fait j'avais mis en place cette solution-là pour pouvoir stocker les fichiers critiques pour faire tourner le minimum vitable pour l'entreprise, quoi. Et ça c'était aussi très valorisant. Trop bien. Et comme tu disais, tout ça un peu en sortant d'école. En fait, c'est plus comme ça que tu te dis, en vrai, j'apprends vraiment sur le terrain. Parce que... complètement. On apprend beaucoup de choses à l'école, mais le mettre en application, c'est autre chose. Et là, en fait, il faut être aussi entouré des bonnes personnes qui peuvent te faire confiance et qui veulent te faire confiance et qui te donnent les billes pour pouvoir avancer tout seul, quoi. Ok, trop bien. Vu qu'on parle de Suez, on sait qu'il y a un aspect très environnemental aussi. Est-ce que toi, dans ton métier, d'un point de vue très général, mais peut-être encore plus chez Suez, tu vois qu'il y a un impact aussi sur ce point-là, ou pas forcément? Est-ce que ça dépend des entreprises aussi? Ou est-ce que ce métier-là, ce corps de métier-là aide aussi à tout ce qui est impact environnemental? Oui, alors j'ai pas tous les chiffres pour être transparent, mais l'impact de l'IT est significatif, clairement. On fait tourner des data centers. Ces data centers-là, derrière, ce sont des machines, des PC, et si je dois imager ça, qui tournent tous les jours, H24. Et donc pour ça demande de l'électricité. Derrière, qui est-ce qui produit l'électricité? Et en fonction du pays dans lequel c'est soit du nucléaire, soit du charbon, etc. Bon. Donc forcément, l'IT a un impact. Et puis les data centers, c'est souvent plusieurs terrains de foot qui sont associés les uns aux autres. Donc voilà, il y a pas mal de superficie. Donc nous au quotidien chez Suez, l'aspect GreenOps, parce que donc c'est sous cette terminologie-là qu'on aborde tout ce qui est écologique, il est géré par la FinOps, donc la partie monétaire, finance. Donc les optimisations financières qu'on peut faire sur les opérations, c'est FinOps, côté infrastructure, côté IT. L'objectif, c'est, en fait, aujourd'hui, c'est d'arriver par l'argent. On peut dire, donc, moins on consomme financièrement, parlant des machines, plus on fait d'économies aussi d'empreinte en empreinte carbone. Donc, c'est pour ça qu'en fait, finalement, c'est très lié. Aujourd'hui, on n'est pas assez mature dans le monde entier, je pense, pour pouvoir être capable de prendre une décision qui est plutôt GreenOps, à l'instar de FinOps. C'est-à-dire qu'une décision qui serait plus écologique, mais plus chère. Aujourd'hui, on n'est pas assez mature pour faire cette distinction-là. Mais on tendra vers ce genre de décision à prendre dans les prochaines années. Mais aujourd'hui, on se dit, moins ça coûte cher, moins on utilise de CO2, donc il y a moins d'empreinte carbone. Est-ce que lors de tes projets et de tes produits, en tout cas actuels, est-ce que l'impact écologique, c'est quelque chose que vous prenez considérablement en compte ? Ou voilà, c'est quelque chose que vous pouvez potentiellement mettre de côté? En fait, c'est un must-to-have. C'est-à-dire que si on peut faire limiter notre empreinte carbone, on le fait, très clairement. Mais dans l'IT, en tout cas, je parle vraiment de l'IT parce que du côté business, c'est un vrai impact. Mais du côté IT, finalement, c'est un nice-to-have. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'on doit, si on peut en avoir on a un KPI associé à justement le nombre d'émissions de carbone qu'on limite, ou alors, sinon tant pis. Ok. C'est vraiment au mieux, quoi. Ok. Ouais.
Mais je pense que comme tu dis, c'est quelque chose qui est peut-être encore... qui n'est pas encore assez mature. On parle beaucoup même en ce moment d'intelligence artificielle, etc. Et on sait à quel point ça a aussi un impact environnemental. Et je pense que beaucoup sont dans cette tendance de se dire ok, comment on peut vraiment favoriser les deux, que c'est aussi une performance incroyable entre guillemets, mais que c'est aussi un impact réduit, mais peut-être qu'à l'heure actuelle les deux sont encore difficilement ajustables et vraiment Oui, c'est ça. Et puis encore une fois, nous c'est drivé par aussi l'argent, hein. Donc les économies qu'on peut faire. Finalement, moins on utilise de ressources, mieux on fait plus on limite notre empreinte carbone, hein, finalement. Donc c'est aussi sur cet aspect-là qu'on peut jouer. Ok. Écoute, en vrai, sur l'aspect très professionnel, je pense qu'on en sait déjà pas mal. Je sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose sur ce côté-là ou professionnellement, est-ce qu'il y a des choses qui te tentent plus, que tu as envie de tendre vers quelque chose, autre chose peut-être que le côté product owner? En fait, moi, mon fil rouge depuis ma sortie d'école, et même depuis ma dernière année à l'école, c'était toujours de garder cette double casquette de relationnel, mais aussi technique. Donc, ce type de profil-là, on peut également l'avoir dans l'avant-vente, qu'on soit chez des éditeurs ou des intégrateurs. Donc, quand on est chez un éditeur, on vend un produit, mais il faut être capable de le vendre d'un point de vue technique, mais également de le vendre d'un point de vue commercial. Donc c'est ces deux aspects-là qui sont intéressants, et comme moi je viens quand même du monde technique, je veux pas perdre ça parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Ouais, parce qu'on imagine genre le développeur derrière son ordinateur qui parle à personne, et toi en vrai t'as ce double truc où t'es mi-commercial, mi en même temps, t'es quand même ce petit développeur derrière ton ordinateur. Ouais, on peut pas non plus se retirer de notre image. Mais c'est ça que t'aimes aussi, c'est ce que c'est. Oui, bien sûr, c'est cette double casquette et cette pluridisciplinarité qui est intéressante, quoi. Trop bien, on te souhaite le meilleur déjà. Ouais, merci. Sur ce côté-là. Et j'aime bien terminer par un côté un peu plus personnel. Qu'est-ce que t'aimes, toi, personnellement, mis à part le développement informatique, mis à part les infrastructures, mis à part l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a autre chose qui Non, je n'ai que pour ça. Je n'ai que pour ça, je ne fais que ça. Non, je fais beaucoup de sport aussi. Ouais. Là, ça fait quelques temps maintenant que j'ai fait du volley. Trop bien. Volleyball. J'ai intégré l'équipe de compétition aussi. Donc c'est très chouette, c'est aussi très prenant, mais super. Ça apporte beaucoup de choses, même d'un point de vue personnel. Travailler en équipe, la mentalité, garder le mental sur tout un match. Donc ça, c'est très chouette. Bon, il y a aussi l'aspect qui est chronophage, hein, quand même, parce que c'est beaucoup d'investissement, mais voilà, très, très, très chouette. Donc sport de manière générale. Alors j'ai dit volley, mais j'ai fait aussi beaucoup d'équitation. Okay. Et puis un peu de danse aussi, donc ouais. Trop bien. Mais j'ai un souvenir de toi, t'allais pas courir aussi de temps à autre? Si, okay. Ouais, j'ai fait un semi l'année dernière. Ok. Mais là j'ai un peu ralenti la cadence pour prioriser simplement, question de priorisation. Bon, maintenant je me suis inscrit quand même à la Spartan Race, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une course en fait qui est axée sur des obstacles en plus de la distance. Donc c'est-à-dire que là, la course à laquelle je me suis inscrit, c'est 10 km, et sur ces 10 km là, il y a 25 obstacles. Okay. Et 25 obstacles, on parle de monter à la corde, par exemple, de se passer sous un mur rempli d'eau, voilà, parcours du combattant un petit peu, quoi. Ouais, c'est chouette, ça change. Ouais. Et t'arrives à caler ça, c'est quoi? C'est en dehors, enfin c'est le soir après tes horaires de travail? Non, le midi du coup. Ok. Ouais. Le midi, parce que sinon il faut que je dorme un moment quand même. Donc souvent c'est midi préparation sportive pour ce genre de choses, et puis le soir entraînement de volley par exemple. Ok, ouais. C'est chouette. Oui. Ouais. Et dernière petite question, est-ce que t'as genre un plaisir coupable? Un truc que t'as pas trop envie d'avouer, mais que t'es obligé de dire. Tiens, en parlant de sport, on va faire rapidement le lien. Forcément, il y a une alimentation associée qui est un peu stricte quand même, ou en tout cas qui est réglementée, parce que sinon on part très vite n'importe où. Donc c'est quand on peut prendre le cheat meal, c'est un peu le truc de... Je sais que c'est pas bien, mais c'est bon, donc j'y vais quand même. Et donc, c'est faire le petit truc interdit malgré tout, quoi. Et c'est quoi le truc interdit? Genre un gros burger? Ouais, un burger, un kebab. Ok. Et sinon, la semaine, c'est légumes, poisson? La semaine, on est
En tout cas, c'est équilibré, quoi. Okay. C'est protéines, légumes, en effet. Et bon, c'est léger comme plaisir coupable. Hein. Ouais, mais bon, je suis un mec simple, tu vois, qu'est-ce que tu veux. Ok, bon, merci. Ce fut rapide, mais ce fut très intéressant et c'était trop chouette de te recevoir. Génial. Et j'espère le premier podcast, mais peut-être pas le dernier, j'espère. D'accord. C'est quoi les prochaines thématiques ? Ben, je sais pas, quand tu seras directeur d'une grande agence et que je sais pas, on abordera d'autres sujets ou sur un impact différent encore sur d'autres sujets. Ça marche avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à toi.